Après la croissance, la récession. Une crise humaine et économique éclate à travers toute l'Amérique, avec pour conséquence des bouleversements sociaux, la pauvreté et la disette. Le pays doit maintenant faire face à la Grande Dépression. Les années 1920 ont été une période de croissance en Amérique. L'argent coule à flot et les puits de pétrole se multiplient. Alors que les fermiers sont en difficulté, les villes se développent. Les gratte-ciel atteignent des hauteurs qui dépassent le cours des actions sur le marché boursier. Les Américains rêvent de posséder chacun leur propre voiture et une maison en banlieue, comme dans les films hollywoodiens. En 1929, on dépense davantage d'argent dans la publicité que dans l'éducation. On est allé trop loin avec le consumérisme et le capitalisme. Et ça nous a rattrapés. La croissance est construite sur le crédit. En 1929, 6 milliards de dollars de biens sont achetés à crédit, mais 80% des Américains n'ont aucune épargne. La valeur de certaines actions est 50 fois plus chère que leur prix réel. Cette immense bulle financière est prête à exploser. En octobre 1929, l'inévitable se produit. En 3 semaines, le marché boursier perd 12 fois plus d'argent que ce que le gouvernement américain dépense en une année. L'économie de tout le pays aurait pu s'écrouler, et d'ailleurs ça a presque été le cas. L'Amérique est au bord du gouffre. Décembre 1930, les rues de New York sont silencieuses. Un an après le krach boursier, seulement 2 Américains sur 10 possèdent encore des actions. Les autres tentent de mener une vie normale. Enfin, jusqu'à ce jour. Cet homme va ébranler la confiance de l'Amérique en son système financier. Il a placé son argent dans une agence de la Banque des États-Unis, une banque qui n'a plus que quelques heures à vivre. Tout sur l'affaire! Un article de journal remet en question la stabilité financière de la banque. Commence alors une réaction en chaîne qui va ébranler l'économie de tout le pays. On ne connaît même pas le nom de cet homme. Mais son histoire est rapportée par le New York Times. Un petit commerçant du Bronx s'est rendu dans une agence de la Banque des États-Unis et a demandé au directeur de récupérer l'argent de ses actions. Bonjour monsieur, puis-je vous renseigner? Oui, j'aimerais vendre mes actions. Je vous demande pardon? À cette époque, il n'y a quasiment pas de régulation bancaire. La banque a fait de mauvais investissements immobiliers. Si elle a évité la faillite, c'est parce qu'elle a maquillé ses livres de compte. Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? J'aimerais vendre mes actions. Ces actions sont un bon investissement monsieur, je vous recommande de ne pas les vendre. Je veux récupérer mon argent. La banque n'est absolument pas en mesure de rembourser ses clients. On a assisté à une situation presque similaire il y a peu de temps. J'ai vu comment ça se passait et à quel point la réalité pouvait être dissimulée. Il est reparti et aurait fait courir le bruit que la banque avait refusé de vendre ses actions. Vers le milieu de l'après-midi, une foule considérable, estimée à plus de 25 000 personnes, s'était rassemblée devant l'agence. Ce jour-là, l'inquiétude fait place à l'angoisse. Les banques vont-elles connaître le même sort que le marché boursier? L'hystérie se propage à une vitesse vertigineuse. 2 millions de dollars sont retirés des coffres de cette seule agence. Tous les clients inquiets qui étaient venus réclamer leur argent avant l'heure de fermeture ont pu le récupérer. Mais cela n'a pas calmé la colère de la foule. Une brigade de police a été envoyée en renfort.
D'autres agences vont se retrouver dans la même situation. Le lendemain matin, la Banque des États-Unis fait faillite. La confiance dans le système bancaire américain disparaît. En novembre et décembre 1930, 600 banques ferment dans tout le pays. En 1933, 28 États se retrouvent sans institution bancaire. Contrairement à aujourd'hui, le gouvernement fédéral ne renfloue pas les banques. Le nombre de chômeurs passe de 4 millions en 1930 à 12 millions en 1932. Chaque jour, des milliers de maisons sont saisies. 200 000 enfants sans domicile errent dans le pays. 34 millions d'Américains n'ont plus aucune source de revenus. La Grande Dépression était une véritable tragédie, et il a fallu toute l'ingéniosité des Américains pour tirer le pays de cette situation. La reprise s'articule autour de vastes projets de construction financés par des fonds publics et menés par des opérateurs privés. Frank Crowe, surnommé l'homme pressé, a déjà construit 6 barrages, toujours dans les délais et avec un budget inférieur à celui initialement prévu. Il a maintenant en tête un projet encore plus ambitieux sur la rivière Colorado. J'étais impatient de construire ce barrage, le plus grand de tous les temps. La rivière Colorado possède l'un des débits les plus puissants au monde. Ce débit est si important que les eaux tumultueuses qui traversent ces canyons dépassent de loin la quantité d'eau qui tombe des chutes du Niagara. Le plan de Frank Crowe est simple, exploiter cette énergie. L'eau et l'industrie hydroélectrique vont transformer tout le sud-ouest du pays. Le 4 mars 1931, le gouvernement donne son feu vert pour la construction du barrage Hoover. Avant même le début de la construction, le barrage Hoover était devenu un symbole. Les gens l'ont perçu comme l'affirmation du courage de l'Amérique, de son inventivité, de son talent et de sa capacité à transformer son environnement. Le chantier va coûter l'équivalent actuel d'1 milliard de dollars. S'il parvient à achever ce travail à temps, Frank Crowe empochera une commission de 2,5% sur les futurs bénéfices engendrés. La construction est censée durer 6 ans, mais Frank Crowe assure qu'il ne lui en faudra que 4. 42 000 hommes viennent de tout le pays pour trouver un travail sur le site. Frank Crowe en embauche 5 000, tous plus robustes et efficaces les uns que les autres. C'est la loi du plus fort. Les hommes sont prêts à tout pour travailler. Aux États-Unis, il y a dans l'esprit des gens cette idée que l'on peut tout faire. Elle vient de centaines d'années passées à surmonter d'énormes obstacles. Il y a eu d'abord le fait de prendre le contrôle de ce vaste continent. Ensuite, il y a eu la création des lignes de chemin de fer et le barrage Hoover. Des défis incroyables qui ont pu être relevés grâce au génie civil. La construction du barrage se fait en 2 étapes. La première consiste à détourner la rivière du lieu du chantier. La seconde, à construire une paroi gigantesque. Pour détourner les eaux déchaînées du Colorado, il faut creuser 4 énormes tunnels dans 5 km de roche. Chacun d'eux est aussi large qu'une autoroute à 4 voies et aussi haut qu'un bâtiment de 5 étages. Plus de 5 millions de litres d'eau passent toutes les secondes par ces tunnels. Le barrage Hoover incarnait l'esprit de l'Amérique. Cette idée qu'aucun défi n'est trop grand et qu'on fera tout pour changer ce pays. À présent, Frank Crowe va devoir faire honneur à son surnom d'homme pressé. Il court après le temps et l'argent, car les tunnels ne peuvent être creusés que lorsque la rivière est à son plus bas niveau. C'est-à-dire seulement 4 mois par an. Chaque jour de retard lui coûte 3 000 $ d'amende. Le temps est compté. La solution trouvée par Frank est à son image audacieuse.
Il utilise des gigantesques engins de forage mobiles et des échafaudages de 4 niveaux installés à l'arrière de camions. Jusqu'à 30 ouvriers percent la roche, 24 heures sur 24. Ils avancent 10 fois plus vite que pour un forage traditionnel. Les températures dans les tunnels atteignent 60 degrés. Mais Frank veut toujours plus de résultats. Il met les équipes de forage en compétition les unes avec les autres. Qui percera le plus chaque jour? Le foreur Marion Allen témoigne. Quelles que soient les conditions, il fallait qu'on soit plus fort que l'équipe adverse. Des émanations mortelles de gaz s'échappent des camions. Elles s'accumulent dans le tunnel, puis dans les poumons et le sang des travailleurs. Vous sortez-le d'ici. L'intoxication au monoxyde de carbone touche des centaines d'hommes. Un soir, je suis descendu travailler et il y avait 17 hommes de mon équipe. Le lendemain matin, on n'était plus que 4. Tous les autres étaient tombés malades. C'était vraiment dur. Frank Rowe n'a qu'une seule règle de travail. Pas d'excuses. Je veux des résultats. Mais cette course effrénée va avoir des conséquences fatales. Les hommes prêts à tout pour garder leur travail font des erreurs, comme celle d'essayer de déblayer les décombres avant même la fin du dynamitage. Il faut dynamiter la roche et en même temps creuser. Même s'il y a des machines, il faut toujours manier les pioches et les pelles. C'est un travail très dangereux. L'épouse d'un mineur se souvient d'un homme qui souhaitait garder son travail à tout prix. Tout le monde voulait travailler dans les tunnels. Cet homme y tenait tellement qu'il est entré trop tôt dans le tunnel. Et au moment où il a mis son premier coup de pelle, il y a eu une explosion. Les dirigeants de l'entreprise parlent de 96 morts. Mais d'après les ouvriers, les victimes se comptent par centaines. Les tunnels sont achevés 11 mois avant la date prévue. Mais ce n'est que le début du chantier. Il faut maintenant construire la plus grande structure de béton sur Terre. Les équipes travaillent jour et nuit sur ce grand projet d'ingénierie. Une masse de béton, aussi large que 2 terrains de football, envahit le canyon. On compte 5000 hommes, 50 000 machines et outils, les meilleurs ingénieurs de l'époque, et suffisamment de matériaux pour remplir un train de plus de 1500 km de long. Près de 6 millions de tonnes de béton doivent être coulées. Cela suffirait pour construire un trottoir d'1 mètre de large tout autour de la planète. Mais comment verser tout ce béton et l'amener exactement là où il faut? Frank Rowe conçoit le système de câbles le plus sophistiqué qui soit. Des seaux géants s'ouvrent par le bas. Il verse le béton dans les coffrages, à l'endroit souhaité. Le béton a été inventé par les Romains il y a 2000 ans. Le barrage Hoover est la plus grande retenue d'eau en béton de l'histoire. Aujourd'hui, presque tous les barrages sont construits dans ce matériau. Il est malléable et résistant. Il peut être utilisé pour n'importe quelle construction.
Frank est pressé. Il a un vrai problème. Le béton dégage de la chaleur quand il sèche. Si tout le béton du barrage était coulé en une seule fois, il y aurait assez de chaleur pour cuire 500 000 pains par jour pendant 3 ans. Ce n'est pas tout. Il faudrait 125 ans en béton pour sécher. Et Frank Crowe n'a pas le temps. On était dos au mur. Mais cela nous a permis de comprendre qui on était vraiment et de sortir de cette dépression. Le secret pour refroidir le béton réside dans le barrage lui-même. Frank Crowe va transporter l'eau glacée de la rivière dans 900 km de tuyaux de 2,5 cm de diamètre. Personne n'avait jamais pensé à ça avant. Et ces tuyaux sont toujours dans le barrage. Frank Crowe, l'homme pressé, a réussi sa mission. Le barrage est achevé le 30 septembre 1935, 2 ans avant la date prévue. Il reçoit un bonus qui correspondrait aujourd'hui à 4 millions de dollars. C'était extraordinaire pour ces hommes d'avoir construit quelque chose d'aussi monumental et ambitieux que le barrage Hoover. Cela nous a donné le sentiment que tout était possible. Nous sommes en 1936. Le barrage Hoover est le plus important producteur d'électricité au monde. Chacun des 17 générateurs pèse plus lourd que 4 avions gros porteurs. Ensemble, ils peuvent alimenter en énergie des villes comme Los Angeles. Avec le barrage se crée le lac Mead, d'une superficie de plus de 600 km². C'est le plus grand réservoir d'Amérique. Grâce à lui, la Californie devient le plus grand producteur agroalimentaire du pays. Les ouvriers du barrage sont aussi à l'origine d'une autre histoire à succès. Celle d'une petite ville située à 50 km du chantier, où ils vont boire un verre et jouer Las Vegas. L'épouse d'un des mineurs l'explique. Quand les hommes travaillent dans des endroits aussi dangereux, vous ne pouvez pas leur reprocher d'avoir envie de se défouler. Ils ont besoin de s'amuser. En 1930, la ville de Las Vegas ne compte que 5000 habitants. Puis, les ouvriers du barrage arrivent, suivis par les touristes et les jeux d'argent. Aujourd'hui, plus de 37 millions de visiteurs se rendent chaque année à Las Vegas. 70 ans après, le barrage Hoover continue à fournir de l'énergie aux États du Nevada, de l'Arizona et de la Californie. Un des hôtels possède la plus grande lampe torche au monde. Avec une puissance de 40 milliards de bougies, elle permettrait de lire le journal à 16 km de distance. « 1934. L'Amérique est dans l'obscurité et connaît le plus grand désastre environnemental de son histoire. Des tempêtes de poussière s'abattent sur New York, Chicago et Boston. À Manhattan, les lampadaires sont allumés à partir de midi. Cette tempête monstrueuse s'étend sur 3000 km, des grandes plaines jusqu'à l'océan Atlantique. L'air s'épaissit, transportant l'équivalent de 3 tonnes de poussière par habitant. Les navires s'arrêtent sur la côte Est, incapables de s'aventurer plus loin. Le nuage rappelle les tempêtes de sable du Sahara. La statue de la liberté se retrouve cernée par une masse sombre. Ces tempêtes de poussière naissent dans une région désertique de 40 millions d'hectares, à 3000 km de là, dans l'Oklahoma, le Texas, le Kansas et le Colorado.
Ces États, surnommés les Grandes Plaines, furent autrefois les prairies les plus fertiles au monde. La terre cultivable était profonde de près de 2 mètres, mais elle a été labourée et usée jusqu'à l'épuisement par 4 générations d'agriculteurs. Puis, le soleil l'a complètement asséchée. Ce qui a achevé les agriculteurs, c'est un cataclysme environnemental sans précédent. Il y a eu une très longue période de sécheresse et des tempêtes qui ont provoqué l'érosion de millions de tonnes de terre. C'était presque comme si les cieux s'étaient retournés contre eux. Au début des années 30, il n'y a pratiquement plus de précipitations. La couche de terre légère, la plus fertile, est emportée par le vent. Les fines particules de terre sont suspendues dans les airs. Puis, un phénomène étrange a lieu. De l'électricité statique s'accumule entre le sol et la couche de poussière. Comme un aimant, elle aspire de plus en plus de poussière et crée plus de chaleur et de puissance. Un monstre est créé. La poussière est soulevée à 3 km du sol. Renforcé par les vents de haute altitude, le nuage de poussière attaque le pays. « 14 avril 1935 à Lamar, dans le Colorado. Louise Walton était autrefois danseuse et actrice sur Broadway. Elle a abandonné la vie d'artiste pour respirer l'air propre et sec des prairies. Les médecins le lui ont recommandé pour la santé de ses poumons. Louise se sent bien dans ces plaines du Sud, et sa fille Jean aussi. Du moins, jusqu'à présent. Leur rêve est devenu un cauchemar. Ces 3 derniers mois, pas moins de 49 tempêtes de poussière se sont abattues sur la région. Mais aujourd'hui, le temps est clair et l'air est pur. Jean revient tout juste de l'hôpital où elle a été soignée pour des problèmes respiratoires liés aux tempêtes. Tôt ce matin, à 1000 km au nord, un front froid venant du Canada rencontre un système chaud de haute pression. Les conditions pour créer les vents favorables à une tempête de poussière sont réunies. Ce sera la plus puissante jamais vue en Amérique. Le front froid conduit la tempête au sud des prairies, précisément là où se trouvent Louise et Jean. Avançant à plus de 100 km/h, la tempête gagne en puissance, produisant assez d'électricité statique pour alimenter la ville de New York. Le front de la tempête, large de 300 km, atteint Lamar. Les températures chutent. À 14h40, Jean est face à la tempête. Jenny! C'est comme si j'avais été prise dans un tourbillon. Et brusquement, l'obscurité est tombée. Je ne voyais plus rien.
Les nuages de poussière contiennent plus de 270 000 tonnes de terre des Grandes Plaines. Les fermiers s'attachent à des cordes pour aller dans leur grange, même si elle est toute proche. Le bétail meurt, et dans leur estomac, on ne trouve que du sable. Tous ces gens sont restés pendant des jours et des jours dans leur ranch, sans voir la lumière du jour, parce que la tempête de poussière était trop violente et trop épaisse. Elle sévissait sur des centaines de kilomètres. Ça a duré des jours et des jours. Les fines particules de poussière attaquent les poumons de la petite fille. Elle attrape une pneumonie, appelée la peste brune. La Croix-Rouge installe 6 hôpitaux d'urgence dans le Kansas, le Colorado et le Texas pour faire face à l'augmentation des infections respiratoires. Louise Walton est venue vivre dans la région pour son air pur, mais à présent, les médecins lui disent que sa petite fille risque d'en mourir. Un exode de taille biblique a lieu dans les Grandes Plaines. En 1936, la filière agricole perd 25 millions de dollars par jour. Il n'est plus possible d'être agriculteur. La Grande Dépression s'installe. Les fermiers ne peuvent plus payer les hypothèques qui arrivent à échéance. Les cultures ne poussent plus. Ils perdent la ferme familiale et avec elle leur identité. Un siècle auparavant, 500 000 personnes pleines d'espoir avaient pris cette même route vers l'ouest. Ils sont à présent 250 000 à fuir cette région par désespoir. Mais tout le monde n'a pas la possibilité de partir. Jean et Louis survivent à cet événement surnommé le Dimanche Noir et restent chez elles. Il ne leur reste pour vivre que la détermination et la volonté. La radio est l'un des seuls moyens de communication qui conforte ceux qui restent. Elle les connecte au reste de l'Amérique. En 1935, un réseau de stations de radio possédant des émetteurs de 10 000 watts relie tout le pays. La même voix résonne d'un État à un autre. Les radios deviennent les articles ménagers les plus populaires. En 1934, on en dénombre pas moins de 18 millions dans tout le pays. 40% de l'Amérique vit isolée à la campagne. Mais à présent, les gens peuvent recevoir les nouvelles locales, des informations sur la météo, les prix des produits agricoles et prendre part aux événements nationaux. L'Amérique se prêtait à l'avènement de la radio. C'est un territoire immense, un pays constitué de catégories sociales extrêmement variées. L'Amérique apprend à se connaître à travers les nouvelles du pays et du monde entier. L'Allemagne se réarme. Les bulletins quotidiens apportent les nouvelles internationales directement dans les foyers américains. Peu d'Américains réalisent que ces informations venues de si loin changeront l'Amérique pour toujours. C'est l'ambition d'Hitler. Nous sommes au cœur de la Grande Dépression. Le Congrès et le gouvernement approuvent des projets de construction destinés à aider les États-Unis dans ces temps difficiles. La France avait offert la Statue de la Liberté. Désormais, l'Amérique construit elle-même un monument pour son peuple. Le mont Rushmore va être sculpté dans la montagne. Le dynamitage de ce qui va devenir le menton de George Washington, première étape du plus grand monument du monde, est achevé. Le projet commence en 1927, dans une partie reculée du Dakota du Sud, pour promouvoir le tourisme local. C'est un projet financé par le gouvernement fédéral et qui fait partie du New Deal instauré par le président Roosevelt pour revigorer le pays. Bientôt, ce sera le tour de Jefferson, puis de Lincoln et de Roosevelt.
Les têtes mesureront 18 mètres de haut et le nez de Washington près de 6 mètres, comme la tête du Sphinx en Égypte. Vous pouvez avoir une idée de la taille du monument en voyant ces hommes jouer à saute-mouton sur le nez du père de la nation. C'est une entreprise grandiose. D'une certaine manière, ce sont nos pyramides. Ces hommes construisaient quelque chose de durable et qui reflèterait notre identité. Les 150 mètres de falaise sont sculptés à la dynamite. Une manière dangereuse de gagner sa vie pour un foreur comme Bill Reynolds. Sous lui, pas moins de 20 charges de dynamite capables de faire sauter 3 tonnes de roches. Au-dessus, 18 mètres de falaise où sont placés les détonateurs et les hommes qui vont les déclencher. Allez, remonte-moi! Les foreurs remontent pour rester au-dessus des charges explosives, au cas où elles se déclencheraient accidentellement. Tire! Les charges doivent exploser à 16 heures. Stop! Il est 15h34. Bill ne s'inquiète pas. Mais derrière lui, une énorme tempête gronde. Il n'a aucune idée de ce qui se passe à 8 km de là. La charge électrique court tout droit vers les lignes du mont Rushmore et le détonateur. Bill Reynolds s'en sort avec un tympan éclaté et ses bottes arrachées. Il reprend son travail dès le lendemain. Le mont Rushmore devient une destination emblématique pour tous les Américains. Les portraits des présidents attirent chaque année des milliers de personnes. S'ils pouvaient se mettre debout, ces hommes seraient aussi grands qu'un immeuble de 40 étages et pourraient traverser la rivière du Mississippi sans se mouiller les genoux. 10 cm de granit sont rajoutés pour couvrir le visage des présidents et prévenir l'érosion due au vent et à la pluie. Le mont Rushmore a été conçu pour revenir à sa forme originale par érosion au bout de 30 000 ans. C'est un symbole de la confiance de l'Amérique dans son avenir. En 1936, un homme sur 6 est sans emploi. Malgré les programmes de travaux publics du gouvernement, la reprise économique est faible. La libre entreprise stagne. Certains pensent que seule une guerre pourrait sortir l'Amérique de son effondrement économique. Sur le ring, Joe Louis est de dos. Le 19 juin 1936, l'Amérique est déjà en conflit avec l'Allemagne au Yankee Stadium de New York. Le match oppose l'Américain Joe Louis à l'Allemand Max Schmeling pour le titre de champion du monde des poids lourds. Et Max envoie une gauche. Avec un record de 24 victoires d'affilée, Joe est favori à 10 contre 1. Puis une terrible droite à la mâchoire. 57 millions d'auditeurs suivent le match à la radio. Louis frappe avec un direct court du droit, puis du gauche. C'est le 12e et dernier round. Max reprend le dessus avec une droite au visage de Louis. Joe Louis prend une raclée. Il vise la mâchoire. Descendant des esclaves, sa famille a été chassée d'Alabama par le Ku Klux Klan. Puis avec la dépression,
les membres de sa famille ont perdu leur travail. Le chômage touche jusqu'à 50% des Noirs américains installés dans les villes. Joe Louis fait vivre les siens grâce à la boxe. En 3 ans, ses combats l'ont mené au sommet. Vas-y, Max! Ce ne sont pas seulement 2 boxeurs. C'est le symbole du totalitarisme et de la doctrine de la suprématie blanche contre celui de la démocratie et d'une société en pleine mutation. Pour l'Amérique, Max est un vieux boxeur. Il a 30 ans. Joe n'en a que 22. Schmeling envoie 2 autres droites à la mâchoire de Louis. Louis est marqué. Ce soir, Joe a sous-estimé son aîné. Louis reste dans les cordes. Et il est malheureusement très fatigué. Il se frotte les yeux, secoue la tête. Le décompte commence. Le combat est terminé. C'est fini. Contre toute attente, Schmeling remporte la victoire. C'est l'ascension de l'Allemagne. L'Amérique est à genoux. Mais pas pour longtemps. L'Amérique va prendre sa revanche dans un match chargé d'enjeux politiques. L'Allemagne est triomphante. L'Amérique est sous le choc. C'est une occasion rêvée pour les nazis. Pour Adolf Hitler, Schmeling représente le super-héros arien. Le dictateur allemand considère les Américains comme une race de bâtards, de déchets, qui ont fait l'erreur de libérer les esclaves. J'ai été humilié et je devais prouver que j'étais le meilleur poids lourd. Un nouveau match est organisé, mais ce combat impliquera cette fois-ci le monde entier. Alors qu'il est attaqué dans la presse, Joe continue de s'entraîner. En Allemagne, les nazis étendent leur pouvoir. Ils bâtissent leur armée et se préparent à attaquer leurs voisins. Le deuxième combat qui a opposé Joe Louis et Max Schmeling a pris des proportions bien plus grandes que n'importe quel autre match dans l'histoire de la boxe. C'est un événement majeur. Un combat en 15 rounds. Le match symbolisait l'unité du peuple des États-Unis contre les nazis allemands. Max Schmeling, 88 kilos. Et c'est une des premières fois, si ce n'est la première, où l'Amérique est représentée symboliquement par un noir. Avec un short noir, c'est le fameux bombardier brun de Détroit, Joe Louis. Le 22 juin 1938, la revanche a enfin lieu. Le battage médiatique fait rage. 70 000 personnes affluent dans le Yankee Stadium à New York pour assister au combat. Dans son coin, Joe Louis se prépare. 70 millions d'Américains suivent le match à la radio. Ils sont plus de 100 millions dans le monde entier. Max Schmeling écoute les dernières recommandations de son entraîneur. J'imagine l'immense pression qu'a subi Joe Louis pour ce combat. Il portait presque le monde entier sur ses épaules. Le combat est bien plus qu'un simple match de boxe. C'est une bataille idéologique et Joe Louis ne le sait que trop bien. Schmeling représentait tout ce que les Américains détestaient et ils voulaient le battre de manière écrasante.
La cloche retentit, ils sont prêts. Les voilà de retour sur le ring. Max s'avance, Joe Louis lui envoie 2 directs du gauche au menton, puis à la mâchoire, puis un crochet du gauche et une droite en pleine face. Une gauche à la mâchoire, une droite au visage. Joe lui décoche maintenant une droite puissante. Les coups pleuvent sur Schmeling. Encore et encore. Joe Louis est déchaîné. Max Schmeling, acculé dans les cordes, ne répond plus. Schmeling est assommé, abasourdi par la férocité de l'attaque de Louis. Louis a décoché plus de coups durant ce premier round que dans les 5 rounds du match précédent. Schmeling tombe. Schmeling est à terre. Il se relève. Et Louis cogne à droite et à gauche. Une gauche à la mâchoire, une droite au visage. L'arbitre reste très attentif. Louis arme son bras. Schmeling est à terre. Il ne se relève pas. 7, 8, 9, 10, le match est terminé. Il ne lui aura fallu que 124 secondes pour remporter ce championnat du monde poids lourd. Schmeling a été battu dès le premier round. Une première dans le championnat du monde des poids lourds. C'est moi le champion maintenant. À la fin du combat, Joe Louis, d'une race soi-disant inférieure, cet enfant d'anciens esclaves, triomphe. Schmeling sait ce que sa défaite va représenter pour les nazis. Après cette défaite, je n'existais plus pour Hitler. Mon nom a simplement disparu des journaux. Joe Louis est à nouveau un héros. Pour de nombreux Américains, cette victoire restaure la fierté et la confiance dans leur nation. Il faut savoir regarder la vérité en face, mais ne pas rester à terre. Il faut se relever. On ne peut pas s'asseoir, s'apitoyer sur soi-même, regarder en arrière et se rappeler le bon vieux temps. Il faut continuer à avancer et réinventer les choses. Je crois aussi que cette attitude peut nous aider à traverser les crises que nous connaissons actuellement. La Grande Dépression plonge des millions d'Américains dans la détresse. Mais une plus grande épreuve encore les attend. Pas seulement eux, mais aussi le monde entier. Comme de nombreux pays, les États-Unis vont être attaqués. Plus de 400 000 Américains vont mourir pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais à la fin, ce conflit aura fait de l'Amérique la plus grande puissance économique du monde.